Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo exceptionnelle sous forme de podcast concernant les transports urbains de Nancy au premier trimestre 1975. C'est un dossier de la revue Transport urbain, le Forum des transports publics. Alors, la revue Transport urbain, donc c'est un trimestriel d'information et de documentation publié par le GTUM, le Groupement d'études des transports urbains modernes, association loi de 1901, et donc qui a entre autres statut l'étude des questions concernant les transports urbains dans le but d'en favoriser la modernisation et le développement. Voilà, donc c'est une association loi 1901 déclarée au journal officiel du 25 mai 1967. Voilà, donc ici un autobus Berlier-Persan, dont il sera question entre autres, puisqu'effectivement le réseau des transports publics de Nancy optera pour ce type de véhicule, mais aussi effectivement l'autobus Saviem SC10, l'autobus standard français qui naîtra en 1965 et qui sera produit jusqu'en 1989 à 11 004 exemplaires. Voilà, c'est un autobus à moteur qui est situé sous le conducteur. Voilà, et c'est un autobus dont la majorité des véhicules, enfin en tout cas plus de la moitié des véhicules produits, seront effectivement achetés par la Régie autonome des transports parisiens, la RATP, dont nous voyons un exemplaire d'une des premières séries, voilà, de la RATP, donc en version 2 portes. Voilà. Donc un podcast, pourquoi un podcast? Eh bien parce que c'est un format nouveau qui permettra de s'arrêter sur certains réseaux. Et je trouvais ça intéressant justement de commencer par celui de Nancy. On terminera la vidéo évidemment par effectivement le matériel le plus moderne de 1982, c'est-à-dire le PER 180. C'est aussi la raison pour laquelle effectivement j'ai mis le PER 180, le trolleybus articulé bimode diesel électrique thermique, de Renault Véhicules Industriels, qui sera commandé à 48 exemplaires réceptionnés à partir de l'été 1982 par le district urbain de Nancy. Voilà, donc il s'agit d'un dossier de monsieur Pierre de Banot, voilà, les transports urbains de Nancy au premier trimestre de l'année 1975. Voilà, donc parmi les réseaux de transport urbain des villes de France, celui de Nancy se situe dans une honnête moyenne, avec seulement 73 voyages effectués par an et par habitant desservis, soit 2 à 3 fois moins que les taux observés dans les agglomérations allemandes voisines de même importance. Alors déjà, on peut se poser quand même la question, pourquoi comparer les transports publics français et les transports publics allemands? En 10 ans, le nombre de voyages transportés a diminué de 10%, les prestations kilométriques du réseau augmentaient dans le même temps de 40%, ce qui traduit un effort réel d'adaptation à la croissance urbaine. Depuis peu, les priorités de circulation sont accordées au transport collectif sous forme de couloirs réservés à contresens de la circulation générale. Au cours de l'année 1974, un projet d'implantation à Nancy d'un transport rapide personnalisé d'origine américaine a défrayé la chronique pour être finalement abandonné par les élus. Effectivement, en 1974, l'Est républicain, notamment, voilà, par exemple, en janvier 1974, l'Est républicain proposait effectivement un communiqué de presse sur le métro sur Coussin-Air. Voilà, en tout cas, une réalité sur la carte. Voilà, donc il s'agissait d'un brevet américain de la société Otis. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir effectivement l'ambition des élus pour effectivement
proposer, toujours l'Est républicain du 20 janvier 1974, voilà. Effectivement, pour proposer une alternative à la voiture individuelle, puisque les problèmes de congestion urbaine étaient vraiment très considérables. Voilà, le système américain TTI Otis. Voilà, le célèbre fabricant d'ascenseurs Otis, voilà. Nous sommes au début de 1975. Nancy figure parmi les 8 villes où le secrétaire d'État au transport estime souhaitable la création d'un réseau de tramways moderne. Dans ce contexte en rapide évolution, il nous a semblé utile de présenter aux lecteurs de transport urbain les caractéristiques du réseau actuel et les projets de développement des transports collectifs à Nancy. 1. L'agglomération. 1.1 historique. Le site de la ville de Nancy se trouve dans la vallée de la Meurthe, à 10 km en amont de son confluent avec la Moselle. L'importance de Nancy fut insignifiante jusqu'à ce qu'au XIIe siècle, les ducs de Lorraine en fissent leur capitale. Au XVe siècle, Nancy n'était encore qu'un bourg d'environ 4000 habitants, dont les limites étaient celles de la vieille ville actuelle. Au XVIe siècle, Charles III fit construire sur les plans d'un architecte italien la ville neuve, caractérisée par des rues très larges, se coupant à angle droit. Le XVIIIe siècle dota Nancy d'un ensemble architectural remarquable, qui combla le vide entre la vieille ville et la ville neuve. Ce fut la construction de la place Royale, actuellement place Stanislas, la place de la Carrière, le palais du gouvernement et la place d'Alliance. Le XIXe siècle vit l'arrivée en 1852 des premiers chemins de fer et surtout l'extension rapide de Nancy à partir de 1870 à la suite de l'arrivée des Alsaciens lorrains. La ville se développa rapidement vers l'ouest en franchissant la voie ferrée, mais aussi vers l'est, au-delà du canal de la Marne au Rhin. La population passa ainsi de 53 000 habitants en 1872 à 120 000 habitants en 1911. Le XXe siècle marque la fin de l'extension de Nancy et le développement des communes périphériques. 1.2. L'agglomération actuelle. Il existe plusieurs définitions de l'agglomération nancéienne. Nous ne retiendrons pour ce qui suit que l'ensemble du district urbain et Tomblaine, soit 18 communes totalisant 242 000 habitants en 1968 et 269 000 habitants en 1974, sur une superficie d'environ 15 000 hectares. La ville principale de l'agglomération est bien entendu Nancy, qui, avec 127 000 habitants en 1968, représentait 52% de la population. La structure de Nancy résulte de son histoire évoquée plus haut, à savoir une partie très ancienne de la vieille ville, aux rues très étroites. La plus large d'entre elles, la Grand Rue, ayant une largeur entre façades de 7,40 m à 13 mètres, pour une largeur de chaussée de 4,80 m à 8,70 m. La ville neuve de Charles III, caractérisée par son plan quadrillé et dont les axes principaux, la rue Saint-Jean, Saint-Dizier, la rue Raugraff, ont des largeurs entre façades de 17 mètres environ pour des largeurs de chaussée de 10 mètres. Cette ville neuve constitue le centre économique et commercial de Nancy avec, comme artère maîtresse, la rue Saint-Jean et son prolongement, la rue Saint-Georges. Il est significatif d'ailleurs que l'intersection des rues Saint-Jean et Saint-Dizier ait été baptisée le point central. La ville des 19e et 20e siècles, au-delà de la ligne de chemin de fer à l'ouest et au-delà du canal à l'est, caractérisée par un plan de rue assez désordonné, l'ensemble très récent du Haut du Lièvre, construit au nord-ouest sur le plateau entre 1955 et 1968, qui abrite environ 13 000 personnes. La ville est irriguée par 160 km de rues qui forment 120 carrefours. Les communes limitrophes
ont vu grandir depuis 1945 un grand nombre de constructions entraînant une augmentation très importante de la population. Depuis 1959, de nombreuses ZUP, zones à urbaniser en priorité, ont vu le jour à la périphérie de Nancy, notamment à Laxou, à Villers et Vendeuvre, soit respectivement 1600, 1500 et 7900 logements. À l'est et au sud de Nancy, ce sont des ensembles pavillonnières qui se sont développés à Saint-Max, à Séchamps, à Pulnoy, Jarville-Montaigu, Laneuveville et Heillecourt. L'agglomération s'est peu développée vers le nord du fait peut-être de l'étranglement existant entre les collines de Maxéville et le plateau de Malzéville. Les activités de l'agglomération, elles sont à la fois industrielles, administratives, commerciales et universitaires. L'industrie a connu un véritable essor au lendemain de la guerre de 1870 avec l'arrivée des industriels alsaciens lorrains, des usines de construction métallique, électrique, d'emballage, mais aussi des fabriques d'habillement ou de produits alimentaires occupent environ le tiers de la population active. Malgré un transfert vers Metz de certaines administrations, Nancy reste cependant le siège des directions régionales de l'électricité et du gaz de France, de l'Office de radio et de télédiffusion française, des postes télécom et téléphones et communications, et de la Société nationale des chemins de fer français, et le siège de la très importante Société des fonderies de Pont-à-Mousson. Le commerce occupe également une grande place. On le trouve concentré dans la ville neuve de Nancy. De nombreux supermarchés s'implantent à la périphérie et tendent à retirer au centre-ville une partie de son activité commerciale. La foire exposition internationale attire en juin de nombreux visiteurs. Très sympa, les fêtes foraines à l'été, c'est super. Fin de commentaires. L'agglomération accueille chaque année plus de 20 000 étudiants dans ses deux universités, son Institut national polytechnique et son centre hospitalier universitaire. Le siège de l'université Nancy-Metz se trouve à Nancy depuis 1972. Il ne faut pas négliger non plus la vocation touristique de Nancy, avec sa vieille ville, son prestigieux ensemble du XVIIIe siècle et ses nombreux musées. 1.4. Les déplacements dans l'agglomération. L'enquête CETRA de 1965 a montré que l'activité de l'agglomération engendrait chaque jour 671 000 déplacements, dont 171 000 domiciles-travail. La part des différents moyens de locomotion était à l'époque la suivante, donc en 1965. Donc, les déplacements à pied, en deux roues, voiture et transport public, domicile-travail, 33% à pied, ensemble 49% à pied, domicile-travail en deux roues, 23%, ensemble en deux roues, 11%. Voiture, domicile-travail, 30%, voiture ensemble, 28%. Transport public, domicile-travail, 14% et ensemble, 12%. En 1965, les transports en commun assuraient 23% des déplacements motorisés. En 1973, la part des transports en commun était tombée à 16%, alors que celle de l'automobile était passée à 61%. La part importante de l'automobile, compte tenu du taux d'occupation moyen de 1,3 à Nancy, engendre un trafic routier très important. Le flux journalier est de 22 500 voitures sur l'axe Gare-Laxou, place de la Victoire, et de 14 800 au pont d'Essai, à l'est de Nancy. Les dépenses énormes faites pour les aménagements routiers dans l'agglomération, voire voies nouvelles, ondes vertes, remaniement du plan de circulation et régulation du trafic par ordinateur, en service depuis le 17 octobre 1974, permettent de maintenir une vitesse moyenne de 20 km/h aux heures de pointe pour les véhicules particuliers. Le réseau urbain numéro 2. 2.1. L'historique des transports urbains.
C'est en 1874 que l'ingénieur belge M. Delahaut obtint la concession d'une ligne de tramway hippomobile à voie normale, longue de 4,5 km entre Jarville-Bonsecours et Maxéville-Octroi, en empruntant les routes nationales 4 et 57, tracées de l'actuelle ligne 1. L'exploitation ne commença qu'en 1878 au moyen de 10 voitures de 47 chevaux qui assurèrent le transport de près de 790 000 voyageurs la première année. Le service était assuré de 7h45 à 20h30 avec une fréquence du quart d'heure. En 1880, la Compagnie Générale Française de Tramway racheta la concession et en 1898, le réseau comprenait déjà 4 lignes, 13,5 km et transportait 1 750 000 voyageurs. La traction animale disparut totalement en 1903. À cette date, donc, le réseau comportait 7 lignes pour une longueur de 21 km. Mentionnons également l'existence éphémère du funiculaire de la Cure d'Air, long de 229 mètres, à proximité du cimetière de Préville, mis en service en avril 1905. Son exploitation a été abandonnée en juin 1908 à la suite d'un accident. En 1907, la CGFT obtenait la concession d'une ligne de tramway suburbain de Maxéville à Champignol, ligne qu'elle prolongeait jusqu'à Pompey en 1911. En 1908, une autre société, la Compagnie des tramways suburbains, obtenait la concession des lignes de Nancy à Dombasle et à Pont-Saint-Vincent, longues respectivement de 16 et 13 km. Ces lignes furent rattachées en 1921 à celles de la Compagnie Générale Française des Tramways. En 1924, le réseau comprenait 9 lignes suburbaines et 3 lignes suburbaines, 9 lignes urbaines et 3 lignes suburbaines, et le trafic annuel dépassait déjà 22 millions de voyageurs. Les vitesses commerciales étaient honorables pour l'époque, puisque variant de 10 à 11,8 km/h sur le réseau urbain et de 12,2 à 15,2 km/h sur le réseau suburbain. L'autobus fit son apparition en 1930 sur la ligne Pont-le-Vent de Malzéville. Il allait remplacer progressivement le tramway. Dès 1936, il ne subsistait plus que 5 lignes urbaines de tramway et 2 lignes suburbaines en grande partie en site propre. Les 6 autres lignes urbaines et la ligne suburbaine de Pompey étant converties à l'autobus. En 1938, un projet de réorganisation du réseau prévoyait le remplacement des tramways par des trolleybus, à l'exception des 2 lignes suburbaines, dont l'une était exploitée avec du matériel moderne construit en 1933. La guerre interrompit ces projets. Les autobus étaient réquisitionnés, les tramways assurèrent la totalité du trafic. Après la guerre, devant l'ampleur des travaux à exécuter pour remettre en état le matériel datant pour la plupart de 1898, la suppression des tramways fut décidée et commença dès 1948. En 1953, il ne subsistait plus que les lignes 3 et 4-5, longues de 6 et 5 km, exploitées avec 36 motrices à essieu à 2 moteurs, de 36 et 52 chevaux et 22 remorques à essieu. Toutes les autres lignes, y compris les lignes suburbaines, furent exploitées avec 54 autobus chaussons et Renault de 85 à 105 chevaux. Le 2 décembre 1958, la circulation du dernier tramway sur la ligne 3 marquait la fin de la mutation technique des transports urbains de Nancy. Le réseau d'autobus ne différait alors que par quelques antennes du réseau de tramway de 1924. Ligne 21 vers Jarville-Lamalgrange, 26 vers Villers, 29 vers Buteignemont et vers Tomblaine. La croissance rapide des localités périphériques
entraînait à partir de 1960 une extension importante du réseau urbain. La longueur des lignes urbaines doublait entre 1964 et 1972 pour atteindre 123 km. Le parc d'autobus passait lui-même de 89 en 1963 à 124 en 1972. Donc la ligne numéro 3 a été desservie par tramway jusqu'en décembre 1958, ci-dessous la place Thiers, devant la gare. Photo Zalkind. Voilà. Le réseau actuel urbain relie toutes les agglomérations du district urbain, à l'exception de Champignelles et La Neuveville, desservies par le réseau suburbain. Il comprend au 1er janvier 1975 17 lignes principales et 15 antennes, totalisant 142 km de lignes tronc commun non déduits. Toutes les lignes donnent accès au centre-ville et se rencontrent dans la zone du point central. Les lignes peuvent être classées en 2 catégories. Les transversales au nombre de 6, la 1, la 3, la 6, la 7, la 8 et la 9, suivent la grande majorité des cas, dans la grande majorité des cas, les tracés des anciennes lignes de tramway. Elles comportent toutes au moins une antenne, les lignes 1 et 3, en possédant 3. Les radiales, de création beaucoup plus récente, à l'exception de la ligne 5, desservent les quartiers généralement plus éloignés du centre-ville. Elles ont leur origine soit près de la place Thiers, les lignes 4, 13, 43, 53, 63, 39 et 59, soit à proximité du point central, la ligne 31, ou place Saint-Epvre, ligne 46, ou plus au nord à l'hôtel de ville, la ligne 19, ou à l'île de Corse, la ligne 5. Ces lignes desservent 514 points d'arrêt, repérés par un potelet comportant l'indication des lignes et des destinations. Ces points d'arrêt forment plus de 250 zones de desserte qui intéressent environ 88% de la population de l'agglomération, si l'on admet qu'une personne est desservie quand elle trouve à moins de 300 mètres un point d'arrêt. Le pourcentage de la population desservie est assez inégal, suivant les communes et leur situation géographique, comme le montre le tableau suivant. Donc, le pourcentage de la population desservie est de 97% à Nancy, 87% à Vendeuvre, 81% à Villers, 80% à Laxou et à Saint-Max, 67% à Malzéville, 65% à Maxéville et à Essay, 62% à Jarville et à Tomblaine, 51% à Heillecourt. On constate que les communes situées à l'ouest sont mieux desservies en général que celles situées à l'est, ce qui peut s'expliquer par la structure différente des habitations, ensemble pavillonnaire à l'est, habitat collectif à l'ouest, plus facile à desservir par les transports collectifs. La desserte est très fine puisque l'interstation moyenne varie de 280 mètres à 340 mètres pour les lignes transversales. L'interstation moyenne des antennes terminales n'excédant pas 560 mètres et de 330 mètres à 560 mètres pour les radiales. Il faut mentionner également l'existence de la ligne numéro 20 qui relie l'île de Corse au parc des expositions et ne fonctionne que lors de manifestations. Le point 2.3, le matériel roulant, donc on verra ça après avoir vu le plan du réseau de Nancy en 1974. Alors, je ne sais pas si c'est très opportun de montrer le plan, mais bon. Voilà le réseau urbain de Nancy. Voilà. En 1974. Donc le point 2.3, le matériel 2.3. Le parc d'autobus du réseau urbain est composé au 1er janvier 1975 de 132 véhicules répartis en 5 types. Alors, 17 Renault Saviem utilisés principalement sur les services scolaires et comme renfort,
26 chaussons munis d'un oblitérateur automatique à gauche de la porte avant pour l'exploitation à un agent. 71 standards Saviem SC10 qui diffèrent entre eux par quelques variantes. 10 standards Berlier PCMU, 8 Berlier PR100 que nous avons vu en couverture de cette vidéo. En décembre 1970, 8 SC10 avaient été équipés d'une liaison radio avec le dépôt de l'avenue de Boufflers. Celle-ci devait permettre d'intervenir plus rapidement en cas de perturbation dans la circulation. Depuis, 5 postes ont été déposés et remontés sur des voitures de service, leur efficacité étant plus grande sur ces derniers véhicules. Les 8 PR100 au milieu d'un parc Saviem peuvent surprendre. Il ne signifie pas l'abandon de la formule standard jugée plus économique à l'emploi. Ce choix a été guidé par le prix d'achat, par la recherche d'une nouvelle esthétique et par la possibilité de pouvoir modifier facilement l'aspect de l'avant du véhicule et donner ainsi une impression de changement. La couleur traditionnelle des véhicules nancéiens est le bleu jusqu'aux vitres et le gris au-dessus des vitres. L'introduction des PR100 a marqué une nouvelle orientation dans la décoration extérieure, puisqu'ils ont été livrés entièrement blancs. Quelques PCM ont depuis été repeints en blanc également. Alors, on va quand même parler d'un petit point là, sur les autobus nancéiens, puisque, effectivement, la mise en service des autobus Berlier PR100 aura suscité un petit article dans la rubrique Chardon. Voilà, écoutez les nouveaux bus, ils sont blancs, ils sont 8 et ils circulent depuis le début de la semaine sur la ligne numéro 9. Voici les nouveaux bus de la ville de Nancy, proclamait une affichette apposée sur l'arrière de ces engins tout neufs. D'autres qualificatifs vantaient les mérites de ces nouveaux engins d'une plus grande puissance et d'un essaim nouveau. Il y avait même une formule qui semblait vouloir dire que le silence était de règle. Malheureusement, cette affiche n'est pas restée plus de 2 jours à poser sur les bus, et la formule complète nous a échappé, mais peut-être s'est-on rendu compte qu'elle était pas entièrement conforme. Il est apparu en effet que le nombre de décibels délivrés par ces nouveaux bus avait suivi la même progression que le nombre de chevaux. À l'heure actuelle où la lutte contre le bruit s'engage partout, les transports urbains devraient donner l'exemple. Voilà une observation de journalistes du Républicain Lorrain du 24 janvier 1974 sur les Berlier PR100. Alors pourquoi tel désamour immédiat? Eh bien simplement parce que ces nouveaux autobus, bien que tout neufs, était équipé d'un moteur diesel Perkins qui développait 187 chevaux. Et il se trouve que ce moteur V8 Perkins de 187 chevaux était non seulement bruyant, mais très polluant. Afin de réduire effectivement le niveau sonore et les émissions de fumée noire qui se dégageaient du pot d'échappement, eh bien, la puissance de ce moteur V8 Perkins, donc le V8 510, le type du moteur, donc, développait 187 chevaux, la puissance sera ramenée à 178 chevaux, ce qui résoudra en partie le problème. Voilà. Fin de parenthèse. Donc, l'exploitation, l'entretien des véhicules. Donc, la CGFTE possède 2 dépôts. Le principal se trouve avenue de Boufflers. Et c'est là que sont rassemblées toutes les installations permettant l'entretien des véhicules. Inchangé dans ses limites depuis 1924, il est devenu trop étroit. Et la compagnie se trouve dans l'obligation d'affecter 17 véhicules assurant les transports scolaires au 2e dépôt situé à Laneuveville. L'entretien pratiqué à Nancy est essentiellement un entretien curatif. 20 personnes assurent l'entretien courant, 17 sont affectées au lavage et 39 à l'entretien plus important. Il faut souligner ici la grande propreté tant extérieure qu'intérieure des autobus gérés par la compagnie, la CGFTE donc. L'exploitation. Donc l'exploitant
Les transports urbains de l'agglomération nancéienne sont de la compétence du district urbain de Nancy. Ce dernier organisme a concédé le réseau urbain à la CGFTE, la Compagnie Générale Française de Transport et d'Entreprise, fondée en 1953 et descendante de la Compagnie Générale Française des Tramways. La CGFTE, dont le siège est à Paris, a des activités se rapportant aux travaux publics, à l'immobilier et aux transports. En ce qui concerne les transports urbains, elle exploite directement les réseaux de Nancy, de Bordeaux, Le Havre, et par filiale les réseaux de Toulon, de Saint-Quentin et Rouen. Ces réseaux représentaient en 1971 un parc de 889 autobus, 17 trolleybus et employaient 2700 agents. Pour les transports urbains, la CGFTE est associée dans un groupement d'intérêt économique à vocation d'études uniquement à la société Transexcel. Transexcel qui deviendra Via Transexcel, puis Via Générale de Transport et l'Industrie, puis Via GTI et puis Keolis. Sachant que la CGFTE, elle sera rachetée par Vivendi et deviendra ensuite, sera fondue dans le groupe Transdev. À Nancy, la CGFTE exploite deux réseaux urbains et suburbains distincts du point de vue convention et tarification. Le personnel commun aux deux réseaux comprend en janvier 1975 412 personnes se répartissant ainsi. Service administratif 26 personnes, exploitation 310 personnes et service technique 76 personnes. Le réseau urbain fait l'objet d'une convention passée entre le district urbain et la compagnie, convention qui prévoit que seule la compagnie peut exploiter les services omnibus à l'intérieur du périmètre urbain. Cependant, les entreprises interurbaines qui exploitent les lignes omnibus dans les communes non inscrites dans le périmètre urbain de 1965 peuvent continuer à le faire. Le district est propriétaire des véhicules du réseau urbain. L'approvisionnement du contre-renouvellement est assuré par le réseau lorsqu'il y a un excédent de recettes sur les dépenses. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où il y a un déficit, le district prend à sa charge l'achat des véhicules. La compagnie est rémunérée au pourcentage des recettes perçues par la clientèle. L'insuffisance de perception éventuelle étant couverte par le district, le bénéfice éventuel est partagé entre le district et la compagnie, la plus grosse part revenant au district. Le service offert à la clientèle. En semaine, le service débute entre 6h et 6h30, suivant la position géographique des terminus, la convention imposant que le premier départ sur les lignes principales ne se situe pas après 6h30. On peut découper du point de vue de l'exploitation le réseau urbain en deux sous-réseaux. Le premier groupe, toutes les transversales et radiales 5 et 19, soit les lignes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19. L'intervalle moyen entre deux véhicules est assez faible, de 5 à 20 minutes, les antennes étant moins bien desservies en heure creuse avec seulement 1 ou 2 mouvements par heure. Le deuxième groupe rassemble toutes les autres lignes radiales, soit les lignes 31, 13, 43, 53, 63, 4, 46, 39 et 59. Si vous avez un loto ou un euro-million, profitez-en. Seules les lignes 13 et 46 offrent 3 départs en heure de pointe et 2 départs en heure creuse. Le pourcentage de la population desservie par tranche de fréquence est le suivant. 8 minutes, 33%, 10 à 15 minutes, 27%, 15 à 30 minutes, 16%, plus de 30 minutes, 20%. Ces chiffres montrent que 60% de la population est desservie avec des intervalles inférieurs ou égaux à 15 minutes. 4% de la population l'est par moins de 10 allers-retours par jour. En semaine, le dernier départ des terminus a lieu à 20h30. Une correspondance entre toutes les lignes étant assurée à 20h45 au point central. Les dimanches et fêtes, le service commence entre 8h20 et 9h. Les lignes du premier sous-réseau sont desservies à raison de 3 à 5 services par heure. Les autres lignes par quelques mouvements journaliers et certaines pas du tout.
Après 20h30, c'est le service de nuit qui est mis en place. Il comporte 4 circuits qui desservent les principales lignes urbaines au départ de la place Thiers. Les arrêts sont effectués à la demande des voyageurs en tout point de l'itinéraire desservi. On peut regretter, malgré les fréquents rappels de la presse, que ces services de nuit soient mal connus de la clientèle du fait que la compagnie n'a pas jugé utile de les faire figurer sur les plans du réseau, ni d'enjalonner l'itinéraire sur les poteaux d'arrêt. Une campagne d'information du public est envisagée à l'occasion de la réorganisation du réseau. Le service est réduit pendant les grandes vacances scolaires, mais le service de nuit garde la même consistance. La CGFTE exploite également 12 services scolaires urbains et assure les mouvements spéciaux pour le transport du personnel d'entreprise. Le service urbain nécessite chaque jour sur les lignes régulières la mise en marche de 102 véhicules auxquels il faut ajouter ceux des services scolaires et spéciaux. Sur les 132 autobus qui composent le parc urbain, 125 sont en service chaque jour, ce qui laisse une marge de réserve assez réduite. Effectivement, oui, c'est vraiment très faible. Pour 125, une remarque personnelle, pour 125 véhicules en service, il faudrait au moins entre 10 et 15% de parc de véhicules dédiés justement aux pannes, à la réserve. Voilà, donc là, 7 véhicules de réserve, c'est vraiment pas suffisant. Fin de parenthèse. Le personnel du service d'exploitation, commun au réseau urbain et suburbain, comprend 310 personnes. Il y a 269 évolutions de véhicules sur l'ensemble. Il y a 269 chauffeurs, dont 55 femmes. 15 contrôleurs suivent les évolutions des véhicules sur l'ensemble des lignes et effectuent des contrôles dans les voitures. Ils ont à leur disposition 8 émetteurs radio pour leur permettre d'intervenir plus efficacement. 4 contrôleurs de cours dirigent le service intérieur. La circulation des véhicules, chapitre 3.3. L'exploitation du réseau urbain, comme dans de nombreuses villes de France, est perturbée par la prolifération de l'automobile particulière qui bénéficie à Nancy de la sollicitude de la municipalité. Alors, précisez quand même que le GETUM est un groupement d'études qui valorise la promotion du transport public. Donc effectivement, il faut se remettre dans le contexte que nous sommes au début de l'année 1975 et que le parc automobile a littéralement explosé depuis la fin des années 1960, sachant que la voiture s'est vraiment démocratisée au point effectivement de poser de réels problèmes de congestion urbaine. Fin de parenthèse. Des perturbations se rencontrent également à la périphérie depuis la mise en service de la régulation par ordinateur qui a repoussé à l'extérieur de la zone régulée les habituels bouchons. Le pont d'Essai est devenu particulièrement difficile à franchir par les autobus. La vitesse commerciale moyenne journalière pour l'ensemble du réseau baisse continuellement puisqu'elle est passée de 17,2 km/h en 1964 à 14 km/h en 1968 et 13 km/h en 1974. Vitesse que certains osent cependant qualifier de remarquable. Alors là encore, note, voilà, le GETUM est un mouvement qui milite pour le développement des transports publics. Voilà, fin de parenthèse. Jusqu'en 1970, aucune priorité n'avait été accordée au transport collectif. Lorsqu'en 1970 fut décidée la mise en place d'une boucle est-ouest nécessitant la mise en sens unique de la rue Saint-Jean, le problème se posa de savoir s'il fallut obliger les bus à suivre le nouvel itinéraire, ce qui les éloignait du centre commerçant, ou s'il fallait leur réserver une voie de circulation à contresens de la circulation automobile dans la rue Saint-Jean et l'avenue du 20e corps. La première solution avait l'appui quasi unanime de la municipalité. Celle-ci, à la demande de la compagnie, organisa cependant une consultation populaire accompagnée d'une campagne de presse tendant à prouver que le couloir ne présentait que des inconvénients. Cette campagne et l'apathie quasi totale des usagers
firent que le couloir fut repoussé à une écrasante majorité. Dès la mise en service de la boucle, les autobus non seulement furent pris dans les embouteillages, mais également les accentuèrent du fait de nombreux virages du nouvel itinéraire. Une baisse importante de la clientèle s'ensuivit. Ces faits entraînèrent une révision de la position initiale et une nouvelle consultation fut organisée. Le bon sens l'emporta. Un couloir d'autobus fut mis en place sur l'axe Est-Ouest le 10 juin 1971. Alors profitons-en pour voir le couloir effectivement à contresens sur la place Maginot, l'un des arrêts les plus fréquentés du réseau. Voilà, photo de Baneau. Voilà, et ensuite la rue Saint-Dizier, où il ne bénéficie d'aucune priorité. L'autobus doit attendre plusieurs cycles de feu pour franchir les 100 mètres qui le séparent du point central. Voilà, toujours photo de Debaneau. Voilà, les autobus donc SC10, voilà, qui sont englués dans la circulation de la rue Saint-Dizier. Voilà, alors que là, le couloir à contresens sur la place Maginot, effectivement, l'un des arrêts les plus fréquentés du réseau, effectivement, on observe que la circulation semble être relativement fluide. Long de 1960 mètres, large de 3 mètres, ce couloir permet aux autobus de circuler à contresens du trafic individuel sur l'axe Est-Ouest. Du pont d'Essai à la place Maginot, il est parcouru par 10 lignes d'autobus. Sa mise en service a apporté une très nette amélioration puisque la vitesse commerciale sur la portion est dans le sens considéré, est passée de 8,8 km/h à 15,3 km/h en heure de pointe et de 10 à 16 km/h en heure creuse. Effectivement, la pertinence du couloir à contresens sur l'axe Est-Ouest, effectivement, est démontrée. Fin de commentaire. En 1972, 2 nouveaux couloirs à contresens ont été mis en service à la suite de modifications du plan de circulation. L'un rue de Metz, long de 875 mètres, intéressant les lignes 1, 21 et 10, l'autre de 70 mètres, rue du Sergent Blandan, intéressant la ligne 5 et accessible aux taxis depuis le 22 avril 1974. Au début de 1974, un projet de couloir prolongeant celui de la rue Saint-Jean a été étudié de la place Maginot à la place de la Commanderie. Une mise en service partielle a été faite jusqu'à la rue Saint-Léon du 22 avril au 15 mai 1974. Mais la situation antérieure a été rétablie provisoirement parce que le programme de régulation du trafic par ordinateur, affirmait-on, n'avait pas prévu l'existence de ce couloir et du fait des embouteillages provoqués par le retrait d'une voie de circulation sur le pont Saint-Jean qui voit passer 2400 voitures à l'heure de pointe. Encore une fois, sous la pression d'intérêts particuliers, les quelques 2800 personnes transportées dans les 29 autobus qui franchissaient ce pont à l'heure de pointe n'ont pas pesé lourd devant à peine 3200 personnes en automobile particulière. Néanmoins, les priorités accordées au transport en commun, grâce à la collaboration étroite qui s'est instaurée entre la CGFTE et la municipalité, permettent de maintenir des vitesses commerciales qui ne sont pas catastrophiques. Les mesures récentes montrent que les vitesses varient sur la ligne 3 de 9 à 13 km/h en heure de pointe et de 15 à 18 km/h en heure creuse. Alors, une parenthèse sur les sur les vitesses commerciales. Alors, ce n'est pas une lubie, c'est simplement de l'argent public. Donc, en termes d'argent public, un autobus qui a arrêté un feu rouge, qui est arrêté un stop, qui a arrêté un arrêt commercial ou un terminus, sans raison valable, c'est de l'argent qui part en fumée, en combustion, en salaire de conducteurs qui sont payés à attendre. Et donc, l'intérêt, non seulement est de satisfaire la clientèle, mais de satisfaire le contribuable. Voilà, le denier public étant rare et précieux,
effectivement, toutes les autorités responsables de transport ont intérêt à ce que les vitesses commerciales des transports publics soient les plus élevées possibles. Bien entendu, dans le respect du code de la route et des contraintes réelles. C'est-à-dire que quand le feu est rouge, eh bien, l'autobus doit s'arrêter. Voilà. Et pareil pour le stop, voilà. Et puis, lorsqu'il y a aussi des embouteillages. Donc là aussi, c'est au travail des méthodes des transports publics de faire leur travail correctement et de ne pas accélérer le rythme quand c'est impossible. Voilà. Fin de remarque. Pour améliorer la vitesse commerciale des véhicules en heure de pointe, ces services directs ont été créés sur la ligne 16 en octobre 1973 au départ de l'Hôtel de Ville vers Champ-de-Bœuf. Initialement, ils évitaient le quartier de la gare très encombré en utilisant le cours Léopold et la rue de Metz. Le gain de temps, très apprécié des usagers, était de 8 à 10 minutes sur un parcours demandant habituellement 32 minutes environ. Malheureusement, si leur occupation était satisfaisante dans les premiers mois de fonctionnement, elle diminua petit à petit. Pour l'améliorer, celle-ci, ces bus desservent maintenant le quartier de la gare et passent par le quai Claude-le-Lorrain, ce qui réduit le gain de temps à 4 minutes environ. Cependant, l'amélioration de la circulation des bus peut se heurter à un certain nombre de difficultés. Le fait, par exemple, que le district urbain, autorité concédante du réseau urbain, ne soit pas maître des plans de circulation des communes qu'il regroupe est générateur de mésaventures telles que celle du remodelage de la place de la Commanderie. Des études de la CGFTE et de l'OREAM, alors l'organisme d'études d'aménagement de l'aire métropolitaine, avait effectivement abouti au projet de création d'un couloir à contresens dans l'avenue Foch et à la réservation de la rue de la Commanderie aux seuls autobus. Le remodelage de la place de la Commanderie par la ville de Nancy, sans tenir compte de ce projet, rend celui-ci irréalisable, sauf si on détruit ce qui vient d'être fait. Une évolution avantageant les transports en commun semble cependant se dessiner depuis quelques mois. La municipalité nancéienne voit d'un œil plus favorable la création de nouveaux couloirs d'autobus. La tarification et la perception. La tarification est très simple puisque le réseau urbain n'a jamais connu de sectionnement. Le billet à l'unité, vendu uniquement dans les voitures, coûte 1,20 franc. Il existe les carnets de 10 billets plein tarif vendus 8,60 francs et les carnets de 10 billets à tarif réduit réservés aux familles nombreuses ou aux mutilés de guerre sont vendus à 6 francs. Les correspondances vendues 9,40 francs en carnet de 10 permettent d'emprunter 2 lignes ayant un point de croisement, dans un délai de 45 minutes entre le départ du premier autobus et son terminus et la montée dans le deuxième autobus. La nuit, à partir de 21h, le tarif est doublé. Des cartes ouvrières journalières vendues 12 francs en carnet de 5 permettent de faire 4 trajets dans la journée, à condition que le premier trajet ait lieu avant 8h30. Elles ne peuvent pas être utilisées après 21h. Il n'existe pas d'abonnement mensuel. Les habitants du district de plus de 65 ans et non imposés sur le revenu reçoivent gratuitement 30 billets tous les 2 mois. La perception par le conducteur n'est apparue qu'assez tard sur le réseau urbain. Ce n'est qu'à partir de 1964 que le receveur a été supprimé les dimanches et fêtes sur toutes les lignes. Le libre-service type RATP est apparu pour la première fois sur la ligne 8 en décembre 1970, avec cependant le maintien de la double porte à l'arrière pour la sortie. La mise à un agent s'est poursuivie rapidement et s'est achevée le 1er juillet 1974. Les voyageurs peuvent se procurer les carnets et les cartes ouvrières chez plus de 170 dépositaires et dans un kiosque de la CGFTE installé place Maginot. Le réseau de Nancy n'a jamais connu le sectionnement et a, depuis octobre 1970,
adopter le billet de type parisien. Voilà donc le visuel d'un ticket d'autobus à tarif normal encarné de la CGFTE de Nancy, avec le logo de la CGFTE. Les efforts commerciaux de la compagnie, les efforts de la CGFTE pour essayer de retenir la clientèle et même d'attirer au transport en commun une nouvelle fraction de la population se sont concrétisés dans des actions aussi diverses que l'amélioration des fréquences, le prolongement ou la création de lignes, le renouvellement de l'image des transports urbains. Pour améliorer le confort et en fait diminuer l'inconfort dû à la mauvaise rotation des véhicules bloqués dans les embouteillages, il existe sur les lignes 31, 43, 46 et 39 des services sans arrêt pour la descente sur la partie commune avec une autre ligne pour éviter des surcharges sur ces tronçons bien desservis. Autrement dit, des sortes de lignes express. Les services directs du 19 mentionnés précédemment améliorent sensiblement la rapidité des déplacements. Pour attirer la clientèle, les abribus sont équipés de nouveaux potelets d'arrêt aux couleurs vives se remarquant de loin. Des plans du réseau sont affichés sur les abribus et sur 8 panneaux fabriqués par la compagnie. Ils comportent les noms de tous les arrêts pour permettre aux voyageurs de se repérer facilement. Ces plans sont également affichés dans les gares desservies par Métrolor. Pour associer les citadins à l'évolution de leur réseau de transport urbain, de nombreux articles de presse ont été consacrés aux problèmes et aux résultats de la compagnie. Des sondages ont été faits auprès de la clientèle pour connaître les goûts en matière de décoration extérieure et intérieure. C'est à la suite de ceci que les bus entièrement blancs sont apparus sur le réseau. C'est aussi à la suite d'un essai effectué en 1973 sur un autobus que 9 véhicules sont maintenant équipés pour retransmettre France Inter Lorraine. Le trafic, chapitre 3.6. Le trafic, les véhicules urbains de la CGFTE ont parcouru en 1974 4,140 millions de kilomètres et transporté 19,765 millions de voyageurs, soit une moyenne annuelle de 74 voyages par habitant des communes desservies. Alors que le nombre de kilomètres voiture a connu une progression de plus de 40% ces 10 dernières années, le nombre de voyageurs transportés a diminué de près de 10% en 1974 par rapport à 1964. Il faut noter que le trafic, après avoir suivi une très légère progression jusqu'en 1967, a connu depuis cette date une baisse importante jusqu'en 1973. Les résultats de 1974 montrent un revirement de la tendance puisque le trafic est en hausse de 5% par rapport à l'année précédente. Le nombre de voyageurs se situe entre 60 000 et 80 000 les jours de la semaine. Le trafic du dimanche, qui a baissé de moitié entre 64 et 74, se situe aux environs de 15 000 voyageurs. Le trafic varie également dans des proportions très importantes suivant les lignes. La ligne 3, la plus fréquentée, transporte le quart des voyageurs du réseau. La ligne 8 est la moins fréquentée, elle ne dessert aucun ensemble important. La rue qui voit passer le flux de véhicules le plus important est la rue Saint-Jean, avec plus de 50 véhicules pendant l'heure de pointe dans le couloir d'autobus et 60 dans le sens contraire, correspondant à un flux voyageur de 4030 dans un sens et 4420 dans l'autre. En 1974, les billets au détail, en augmentation sensible depuis la mise en place du service à un agent, représentaient 23% des 18 millions de billets vendus. Les billets tarifs pleins, 50%, les billets tarifs réduits, 11%, les billets de correspondance, 5%. Une chute importante du nombre de billets tarifs ouvriers est observée depuis 1969, ceci ne représentant plus que 8,5% du total du fait de la généralisation de la journée continue.
Les résultats financiers, les recettes de l'année 1973, s'élevaient à 16 450 000 francs, dont 721 320 francs de compensation pour tarifs sociaux. Donc, bien entendu, les tarifs sociaux sont remboursés donc comme vu, effectivement, par l'autorité responsable des transports, à la compagnie des transports, qui, effectivement, les vend à plein tarif, hein, bien sûr. Donc, ce que le client utilisateur ne paye pas, c'est l'autorité responsable des transports qui le finance. Voilà, c'est donc un tarif social, c'est-à-dire payé par la société. Ces compensations se font par le versement de 90% de la différence entre le prix du billet tarif réduit et le prix du billet tarif plein en carnet. Pour les billets gratuits des personnes âgées, la compagnie ne reçoit que 70% du prix d'un billet tarif plein en carnet. Les dépenses totales atteignant 17 459 000 francs, il est apparu un déficit d'exploitation de 1 900 000 francs, soit 6,2% des recettes. C'est en 1968 qu'est apparu le déficit sur le réseau urbain, déficit qui devait croître rapidement jusqu'en 1971. En 1972, on assistait au contraire à une baisse du déficit. Pour 1974, le district devra payer 3,9 millions de francs, soit 1,4 million pour le renouvellement du matériel et 2,5 millions de subventions d'équilibre et compensation pour tarifs sociaux. 4. Les autres réseaux de transport du district. Le district urbain est desservi en trafic omnibus par d'autres réseaux de transport. Ce sont les réseaux suburbains de la CGFTE, la SNCF, les Rapides de Lorraine et les courriers moselans. Le réseau suburbain de la CGFTE, donc déjà on va regarder le train là tout de suite. Figure 6, le train omnibus en gare de Jarville, voilà, toujours une photo de deux banneaux, voilà. Le réseau urbain de la CGFTE, suburbain de la CGFTE, chapitre 4.1. Je mettrai bien entendu en description de la vidéo un timing pour que l'on puisse se repérer facilement et passer d'un chapitre à un autre. Le réseau suburbain de la CGFTE, donc son histoire a déjà été évoquée dans l'historique du réseau urbain. Il comprend 4 lignes exploitées au risque et péril du concessionnaire. La ligne 2, place Thiers-Maréville, longue de 3,5 km, exploitée les mercredis, dimanches et fêtes. Elle ne sort pas du périmètre du district urbain. La ligne 10, Nancy-Place Carnot, Pompey, longue de 11,3 km qui dessert notamment Champignol, ville du district non desservie par le réseau urbain. La fréquence est de 45 minutes en heure creuse et de 30 minutes en heure de pointe. Champignol est à 10 minutes de Nancy, Pompey à 20 minutes. La ligne 12, Nancy, place Mangin, jusqu'à Dombasle, longue de 17 km qui dessert La Neuveville, non desservie par le réseau urbain. On y trouve un autobus par heure, quel que soit le jour de la semaine. Le service débutant plus tard le dimanche, La Neuveville est à 15 minutes de Nancy, Dombasle à 44 minutes. La ligne 14, Nancy-Place Mangin, Pont-Saint-Vincent, avec son antenne sur Chaligny, longue de 14 km, desservie par 18 mouvements par jour. Pont-Saint-Vincent est à 35 minutes de Nancy, Chaligny à 42 minutes. La tarification est faite par sectionnement, avec une exception pour les trajets intérieurs au district urbain, où il est perçu 2 billets spéciaux ramenant le prix à celui du réseau urbain. Le réseau suburbain connaît depuis 1971 une baisse très nette de trafic. En 1974, il a transporté 2 790 000 voyageurs. Ce réseau connaît depuis 1970 un déficit, 13 500 francs en 1974, soit 0,35% des recettes.
dont la persistance risque d'entraîner sa disparition totale. Les tarifs très bas ne pouvant être augmentés qu'insuffisamment, la CGFTE sollicitait en 1972 une subvention du département, autorité concédante du réseau. Cette subvention fut refusée. Pour redresser la situation, la compagnie procéda dès juillet 1972 à des suppressions de départ sur les lignes 10 et 12. Ce devait être le statu quo jusqu'en octobre 1974, date à laquelle la CGFTE menaçait de supprimer tous ses services sur les lignes 12 et 14 si une solution n'était pas trouvée rapidement. Depuis cette date, les comités de défense se sont créés dans les municipalités concernées. Deux thèses s'affrontent. D'une part, celle de la CGFTE qui cherche à obtenir une convention du même type que celle l'alliant avec le district urbain, puisqu'elle n'est pas maître de ses tarifs. D'autre part, celle des élus et des comités de défense qui contestent le déficit de la CGFTE, qu'ils qualifient de déséquilibre financier légalisé par la fiscalité française, alors que les bénéfices ont été réalisés par les actionnaires. Mais en même temps, les actionnaires, ils misent, ils utilisent leurs fonds pour effectivement financer les transports publics. Fatalement, ils attendent forcément un retour sur investissement, ce qui est tout à fait normal. Fin de commentaire. 4.2. La SNCF, elle dessert à l'intérieur du district urbain les villes de Nancy, Champignol, Jarville et La Neuveville, situées sur l'axe Paris-Strasbourg. Champignol est relié à Nancy, 5 km par 10 allers-retours quotidiens, tous aux heures de pointe. Jarville, à 3 km au sud de Nancy, à la bifurcation des lignes de Strasbourg et de Méret, est desservie par 16 allers-retours journaliers, généralement aux heures de pointe. En 4 à 5 minutes, la gare de Jarville, située à proximité d'ensembles assez peuplés, connaît un trafic important. La Neuveville, à 2,5 km de Jarville, est desservie par 8 allers-retours. Le trajet Nancy-La Neuveville dure 8 à 10 minutes. La gare de Nancy, sur la place Thiers, bénéficie d'une localisation particulièrement favorable à quelques minutes de la rue Saint-Jean. À proximité des grands magasins et de diverses administrations, elle est desservie par toutes les lignes du réseau urbain, à l'exception des lignes 1, 6 et 7. L'enquête CETRA de 1965 avait donné des résultats suivants pour les villes de Champignol, Jarville et La Neuveville. Donc, le nombre de déplacements quotidiens par autobus ou par chemin de fer et taxi. Donc, Champignol par autobus, 2450. Par chemin de fer et taxi, 1150. Jarville, par autobus, 4975. Par chemin de fer et taxi, 2522. La Neuveville, 1520 par autobus et 193 par chemin de fer et taxi. La part des taxis est faible devant celle des chemins de fer. Le tarif appliqué sur ces relations est le tarif général SNCF, avec toutes les possibilités de réduction qu'il comporte. Le prix du billet de deuxième classe à plein tarif de Nancy à l'une de ces trois villes est fixé à 1 franc 40. On peut regretter que les urbanistes n'aient pas tenu compte de l'existence des lignes de chemin de fer lors de l'implantation des grands ensembles qui ont proliféré ces dernières années dans la région. Un village comme Lay-Saint-Christophe, sur la ligne quasiment abandonnée de Château-Salins, est à 10 minutes seulement du centre de Nancy, soit beaucoup plus proche en temps que Vendeuvre ou le Haut-du-Lièvre. 4.3. Les autres entreprises routières. Comme nous l'avons vu, les entreprises routières qui exploitaient les services omnibus dans les limites du district urbain peuvent continuer à le faire. En fait, ces lignes ont un caractère suburbain ou rural très marqué et la clientèle urbaine est négligeable du fait de la distorsion entre les tarifs de ces compagnies et ceux du réseau urbain. Donc, les projets, l'avenir, alors l'amélioration du réseau d'autobus, point 5.1, donc.
Alors, pour améliorer la circulation des autobus, une étude est en cours sur le prolongement du couloir d'autobus de la rue Saint-Jean vers la place de la Commanderie. Un essai partiel a été tenté afin qu'il a été indiqué plus haut. La prolongation du couloir nécessite les rescindements des trottoirs, le remodelage de la place de la Commanderie et la mise en place d'un système de détection des autobus nécessitant une dépense d'environ 1 million de francs. Une nouvelle ligne est à l'étude pour desservir le lotissement du Champ-le-Bœuf par l'avenue de Boufflers. Elle serait desservie avec une fréquence assez élevée, les bus disponibles en heure creuse étant éventuellement utilisés pour faire une sorte de transport à la demande. Une autre desserte circulaire avait été étudiée, mais le projet de TPR, décrit plus loin, l'avait fait abandonner. Il s'agissait d'une ligne reliant Jarville à Laxou par Vendeuvre et Villers. Celle-ci, qui devait être mise en service en décembre 1973, n'aurait pu voir le jour à la suite d'une pénurie de matériel. L'abandon du TRP, lui redonne tout son intérêt. Le TRP, j'ai changé le transport rapide personnalisé. Voilà, je cherchais, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà, transport rapide personnalisé. Un nouveau couloir d'autobus à contresens de la circulation générale est envisagé dans l'avenue du Général Leclerc à la suite du projet de mise en sens unique de celle-ci. Long de 1,5 km environ et destiné aux lignes 7, 4 et 14, sa mise en service est prévue par tronçon au cours de l'année 1975. Une opération de grande envergure est à l'étude sur l'axe nord-sud, intéressant les lignes 1, 31, 6, 46, 7, 12 et 14. Les couloirs d'autobus dans le sens de la circulation seraient créés et il est même envisagé de réserver une rue de cet axe à la seule circulation des transports en commun. La création d'un point d'arrêt SNCF à Vendeuvre. La création d'un point d'arrêt à Vendeuvre sur la ligne Nancy-Mirecourt avait été étudiée avec création corrélative d'un parc de stationnement et rabattement d'autobus, ce qui permettait de mettre cette halte de Vendeuvre à 8 minutes du centre-ville. Là aussi, le projet de transport rapide personnalisé avait fait abandonner cette solution. Donc le projet de TRP, décidément, je ne vais pas y arriver avec ces initiales. C'est au cours de la réunion du district urbain du 17 janvier 1974 que ce projet révolutionnaire avait été rendu public. Le transport rapide personnalisé, le TRP, est en fait un PRT-TT. TTI Otis, présenté à Transport Expo en 1973. La SOCEA, filiale du groupe Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, avait proposé au district urbain de Nancy la réalisation de cette première ligne de transport urbain entièrement automatisée. Celle-ci, longue de 23 km et retour, devait relier Vendeuvre-Nation à Essert en passant par l'ex-sous-cité des provinces. Son tracé devait lui permettre de drainer une part importante de la clientèle des lignes 3, 5 et 25 et 7. 20 stations devaient jalonner cette ligne. Le tracé était aérien à l'extérieur des limites de Nancy. Voilà la figure donc d'une maquette d'une cabine PRT-TTI Otis à la foire exposition de Nancy en juin 1974, toujours photo de Debanneau. Voilà donc une maquette de cabine extrêmement moderne pour l'époque, hein. C'est du jamais vu, qui ressemble beaucoup au Val. Voilà. Il y a également une carte, un plan, donc, plan du réseau projeté de PRT, donc avec ses extensions éventuelles d'après l'Est républicain. C'est exactement le plan que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, le tracé était aérien à l'extérieur des limites de Nancy, souterrain à 20 mètres de profondeur à l'intérieur de Nancy.
Les véhicules de 30 places à moteur linéaire devaient se mouvoir sur coussin d'air à 50 km/h de vitesse maximale. Leur déplacement aurait été programmé par les voyageurs attendant dans les stations reliées par des dérivations à la ligne principale. 130 véhicules devaient permettre un débit horaire de 11 000 voyageurs par heure et par sens et un trafic journalier estimé à 110 000 voyageurs en 1978. La vitesse commerciale du TRP devait osciller aux alentours de 36 km/h. Le réseau d'autobus devait être totalement réorganisé en vue d'assurer un rabattement des voyageurs sur la ligne de TRP, transport rapide personnalisé. Le coût des travaux variait entre 400 et 700 millions de francs, valeur 1974. Il devait être pris en charge en totalité par la société constructrice en échange d'une concession trentenaire. L'exploitation devait être assurée par une filiale commune CGFTE Sogea. La CGFTE continuant d'exploiter le réseau d'autobus. Plusieurs points étaient très discutables dans ce projet. Tout d'abord, il n'existait aucun réseau de ce type en service dans le monde et Nancy pouvait fort bien essuyer les plâtres. Ensuite, la démarche faite pour la constitution d'un réseau de transport en commun valable avait de quoi surprendre. Sans avoir, semble-t-il, fait aucune étude sur les améliorations possibles du réseau actuel, sans avoir étudié la mise en œuvre de solutions classiques éprouvées, la commission des transports du district urbain se prononçait en faveur d'un PRT, d'un transport rapide personnalisé. Elle choisissait l'un de ceux qui offrait le moins de garanties. La philanthropie de la SOCEA n'étonnait même pas. En fait, le problème n'était pas nancéien, mais américain. Il s'agissait en effet pour TTI Otis d'obtenir les crédits importants dispensés par l'administration des États-Unis pour la mise au point d'un nouveau mode de transport, les villes américaines sollicitées refusant de s'engager à l'aventure. Il fallait absolument réaliser une exploitation réelle qui seule aurait permis d'amorcer l'attribution des crédits. Ce projet n'est maintenant plus qu'un souvenir. Cependant, bien que tout dût être gratuit pour la collectivité, le district urbain a eu à se prononcer le 6 janvier 1975 sur l'inscription à son budget de 2 millions de francs au titre du financement rétroactif de l'étude TRP. Ce procédé ne semble même pas avoir fait scandale, bien que ces 2 millions eussent été mieux utilisés à l'achat de 10 autobus supplémentaires ou à la réalisation de nouveaux couloirs d'autobus. Alors là, c'est très intéressant. 2 millions pour 10 autobus nouveaux, ça veut dire que le prix d'un autobus en 1975, début de l'année 1975, était de 200 000 francs. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans. Exactement mon âge. Les remous autour de ce métro futuriste auront au moins eu un effet positif, la prise de conscience du fait que l'automobile ne peut à elle seule résoudre le problème des déplacements urbains. Cela même qui, il y a quelques années, refusait le couloir d'autobus, affirme maintenant qu'il faut privilégier les transports collectifs. Point 5.4. L'avenir du fait de l'accroissement de la population de l'agglomération, que l'on peut estimer à 30% d'ici 1985, et de l'augmentation de la surface de l'agglomération et de la mobilité de ses occupants, on peut penser que le nombre de déplacements par personne augmentera de 30% également. En admettant qu'aucune priorité ne soit accordée au transport collectif, leur part dans les moyens de déplacement ne peut guère descendre en dessous de 15%. Du fait de l'existence des captifs scolaires personnes âgées. Le nombre des déplacements en transport public devrait donc être multiplié par 1,7 environ. Même dans ce cas particulièrement défavorable, il faudra augmenter dans la même proportion le nombre de véhicules circulant dans la rue Saint-Jean aux heures de pointe, c'est-à-dire faire passer plus de 90 autobus à l'heure et par sens, ce qui sera difficilement réalisable.
L'utilisation de véhicules à plus forte capacité s'imposera donc, ainsi que la création de sites propres ou protégés supplémentaires. Alors une remarque quand même, c'est que j'ai observé, là en l'occurrence ce commentaire est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que dans toutes les villes dites moyennes, c'est-à-dire les villes agglomérations entre 150 000 et 300 000 habitants, effectivement, ont connu ou connaissent encore dans leur centre-ville, effectivement, des rues dédiées au transport public qui, effectivement, comprennent de véritables trains de bus. C'est-à-dire qu'il y a des flux totalement continus d'autobus tout au long de la journée, et vraiment sans aucune interruption, ce qui est une évidence, une preuve de saturation de l'axe et du réseau. Ce qui amène à dire que, effectivement, un transport public à gabarit plus important que l'autobus standard est effectivement requis. Voilà. Parce que dans ce cas-là, le réseau est saturé. Fin de commentaire. En guise de conclusion, l'agglomération nancéienne, grâce notamment à l'action de la CGFTE, est desservie par un réseau de transport urbain qui, s'il est loin d'être parfait, se place honorablement face aux autres réseaux français. Après l'éphémère projet de TRP, beaucoup semblent convaincus de la nécessité d'un développement prioritaire des transports collectifs. Il convient donc dès maintenant de mettre en place de nouveaux couloirs d'autobus, mais surtout de créer progressivement les voies entières réservées aux piétons et aux transports collectifs. Leur mise sous terre envisagée avec le TRP est inutilement coûteuse et les agglomérations plus importantes, Amsterdam, Zurich, l'ont rejetée. Amsterdam, effectivement, c'est un gruyère rempli d'eau, donc faire un métro à Amsterdam, voilà, c'est un peu comme mettre enfin, c'est pas possible, quoi. Les mesures énergiques devront être prises et sont d'ailleurs en cours d'étude par la direction départementale de l'équipement et la CGFTE avant proposition au district urbain pour éviter l'asphyxie du centre-ville, ce que je vous disais. Surtout lorsque les constructions en cours dans le quartier de la Gare et le quartier Saint-Sébastien seront achevées et que seront mis en service les parcs de stationnement centraux qui ne manqueront pas d'attirer de nombreux nouveaux véhicules. Le centre étant entouré de voies de circulation importantes, le boulevard Lobau, boulevard du 26e régiment d'infanterie, la rue Jeanne d'Arc et la rue Jean Jaurès, rien ne semble s'opposer à la création d'une zone infranchissable par la circulation automobile de transit. Un plan similaire à celui de Besançon, entre parenthèses division du centre en 4 secteurs indépendants, fin de parenthèse, pourrait être réalisé en se servant des rues Saint-Jean et Saint-Dizier à réserver aux seuls transports collectifs et aux piétons. Ces priorités supposant une augmentation importante du trafic, un quadruplement n'est pas utopique, il correspond simplement à ce qui existe dans les villes suisses équivalentes. Encore une fois, on ne peut pas comparer un réseau français à un réseau suisse ou à un réseau allemand, puisque les mentalités n'étaient pas les mêmes. Voilà, et les priorités n'étaient pas les mêmes, et puis si on peut parler là effectivement de villes suisses équivalentes, ça ne signifie pas que la topographie est équivalente. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Fin de commentaire. L'autobus ne pourra plus suffire à la demande. Des moyens plus importants devront être mis en place. C'est exactement ce que je vous ai dit. Des sites propres pourraient être facilement créés avenue de Strasbourg, avenue Anatole France, boulevard des Aiguillettes et boulevard de l'Europe, par exemple. L'insertion d'un système de transport à grande capacité dans le centre ancien ne se heurterait pas à des difficultés insurmontables grâce à la création de rues piétonnes ou de bandes réservées. Ces récentes directives de M. Cavaillé, secrétaire d'État au transport, au maire des 8 villes françaises, parmi lesquelles Nancy, désignent le tramway comme l'instrument d'une telle politique,
En prenant des décisions rapides, Nancy pourrait être parmi les premières villes de France à s'en doter et bénéficier ainsi des crédits qui seront vraisemblablement affectés à cet effet par les pouvoirs publics. Il reste à espérer que pour résoudre le problème des déplacements urbains, les élus saisissent l'occasion qui leur est proposée et s'inspirent en particulier des réalisations suisses ou allemandes proches. Voilà, remercions pour terminer, messieurs Boinet, directeur de la CGFTE, Olivier, président de la commission transport du district urbain, Lauréam Lorraine, les services techniques de la ville de Nancy, qui ont fourni au GETUM et au magazine Transport Urbain les renseignements nécessaires à la rédaction de cet article. Voilà. Donc, du coup, eh bien, là, nous étions au premier semestre 1975, et il se trouve qu'en 1982, c'est la version articulée du trolleybus ER100, donc trolleybus standard de 96 places, puissance unihoraire de 172 kW, le ER100, donc, qui est en version trolleybus articulé bimode, le PER 180, le trolleybus articulé bimode, électrique et diesel, donc trolleybus articulé diesel, voilà, qui propose de 141 à 160 places pour une puissance unihoraire de 198 kW, et muni d'un moteur thermique de 225 chevaux. Voilà, alors je vous propose de regarder quelques informations concernant le PER 180. C'est un trolleybus qui a donc été commandé à 48 exemplaires par le district urbain de Nancy. Ce trolleybus articulé bimode, donc électrique thermique, sera donc effectivement commandé à 48 exemplaires, 24 exemplaires munis d'un groupe de traction Semmerlikon et 24 munis d'un groupe de traction Alstom. Donc voilà les deux types de traction électrique compound. Voilà, donc il y a le TAO 682, je suppose que c'est traction Semmerlikon, et le 4EXD 2538 de Alstom, avec un H à l'époque. Donc, tension 750 volts, puissance unihoraire 198 kW pour le traction Semmerlikon et 185 kW pour le Alstom. Vitesse de rotation en tours minute de 3300 tours minute pour les deux moteurs de traction électrique, compound donc, et puis la puissance administrative de 28 chevaux. Voilà. Alors, le moteur diesel du PER 180, donc le MIPS 062030, c'est un moteur 6 cylindres en ligne penché à 55 degrés, d'alésage 120 mm et de course 130 mm. Un moteur turbo qui développe 8,82 litres de cylindrée, une puissance de 166 kW, 225 chevaux de ligne, donc 166 kW à comparer quand même avec les 185 kW unihoraires ou 198 kW unihoraires de la traction électrique. Autant dire que dans les montées, effectivement, 166 kW, c'est nettement inférieur par rapport à la traction électrique. 225 chevaux d'IN quand même, à 2400 tours minute, puissance fiscale de 24 chevaux, et surtout un couple maximum de 883 Nm à 1400 tours minute. Voilà. 883 Nm, c'est un moteur diesel qui, à mon avis, est tout juste suffisant. Et pas qu'à mon avis d'ailleurs, puisque quand on regarde les caractéristiques techniques du PER 180,
eh bien, on observe que le poids à vide est de 16 tonnes 620 kg, c'est-à-dire, 17 tonnes 620 kg, voilà, c'est-à-dire 2 tonnes 870 kg plus lourd que le modèle thermique équivalent. Voilà, sachant que le PR180, lui, date 1980, le PR180, il pèse à vide 16 tonnes 940 kg. 16 tonnes 940 kg, à comparer... Non, pardon, excusez-moi, c'est pas le bon chiffre, non. Le bon chiffre du PR180, autobus Renault, le poids à vide, 14 tonnes 750. Donc à comparer avec les 16 tonnes 620 kg, c'est bien ce que je vous disais, il y a 2 tonnes 870 kg d'écart. Effectivement, ça fait un sacré surpoids. Et effectivement, le moteur du PER 180 était quand même assez anémique. Voilà. En précisant un point quand même, un point technique sur le trolleybus PER 180. Alors, un des premiers graphiques présentés, c'était celui-ci, effectivement. Alors du rouge sang sur du noir sur du rouge sang, effectivement, c'est pas très visible. Alors pourquoi un graphisme aussi compliqué? Eh bien pour une unique raison, c'est que en cas de photocopie à l'époque, eh bien ça faisait noir sur noir, c'est-à-dire que le graphique était illisible. Pourquoi rendre illisible un graphique? Pour une unique raison, c'est qu'il fallait absolument garder secret le montage de la chaîne cinématique. C'est ça qui est très intéressant. Donc la chaîne cinématique, le moteur diesel de 225 chevaux, la boîte de vitesse, donc l'ensemble chaîne cinématique, le pont arrière motorisé, l'arbre de transmission articulé, qui va aussi motoriser l'essieu médian. Donc, comme vu dans une autre vidéo sur l'autobus articulé français, lorsque l'on appuie sur l'accélérateur, le pont arrière et le pont médian tournent. Voilà ce qui fait avancer le véhicule. Par contre, ici, ce qui est représenté ici, là, c'est le moteur électrique. C'est le moteur de traction électrique, voilà, qui est placé sur l'arbre de transmission articulé, voilà, entre le pont arrière et le pont médian. C'est exactement la même conception qui sera retenue par Mercedes-Benz pour son O305 trolleybus, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Duobus, voilà, le Duobus de Mercedes-Benz, le prototype du O305, et puis le O405 G Duobus, voilà, le bus Duo. C'est-à-dire bimode électrique thermique. Voilà. Alors, qui a pompé sur qui? J'en sais rien, mais en tout cas, l'innovation de Renault, c'est d'avoir les deux ponts, médian et arrière, qui sont effectivement qui sont motorisés. Voilà. Toujours intéressant aussi de regarder l'implantation des sièges à l'intérieur de l'autobus. Voilà. Donc, effectivement, le plancher et puis des sièges d'autobus qui sont implantés sur le plancher. Ici, des sièges qui sont sur surélévation, voilà, normal, hein, les surélévations obligatoires des passages de roues avant, médian et du podeste arrière. Voilà, la banquette de 5 sièges à l'arrière. Et puis, voilà, les sièges en podeste, voilà, sur le passage de roue, sur l'ensemble moteur. Voilà. Ici, le plancher en légère pente, voilà, qui accueille des sièges. Et puis, sur demande, aussi une plateforme pour passagers debout, le long de la paroi gauche. Et aussi ici, une plateforme pour passagers debout. Je vais vous montrer évidemment les diagrammes d'aménagement intérieur. Alors, diagramme d'aménagement intérieur, où êtes-vous?
Voilà, donc effectivement, il y a une multitude de possibilités pour le confort intérieur des PER 180, effectivement. Alors, bien entendu, hein, toutes les options de confort, technique étaient disponibles, évidemment. Voilà, donc effectivement, alors, les premières versions, effectivement, très curieux, voilà, il n'y avait pas cette plateforme proposée, là, sur la voiture arrière, bizarrement, voilà, il y avait toujours des sièges proposés, voilà, mais pas, il n'y avait pas la plateforme. C'est bizarre, parce qu'après, effectivement, elle a été proposée. Ensuite, la plateforme a été aménagée sur les modèles suivants, avec aussi 3 sièges qui sont placés longitudinalement à la paroi. Et puis j'ai vu que sur les dernières versions du PR118, eh bien, je ne sais plus si c'est pour les véhicules de Nancy ou de Metz, ou un réseau lorrain, ou du nord de la France, mais effectivement, il y avait une grande plateforme ici pour passagers debout, ce qui est certainement l'aménagement le plus intelligent qui soit de la voiture arrière, auquel je n'avais même pas pensé moi-même, c'est vous dire. Bien entendu, en partie avant, là aussi c'est formidable, la grande plateforme pour passagers debout, voilà, qui permet d'avoir une maxi capacité, un acte d'accueil pour les voyageurs. Voilà, 119 debout, 41 assis, 160 places au total. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer aussi quand même l'évolution du physique du véhicule, parce que, alors là je vais utiliser quand même, c'est quand même intéressant de voir que par exemple la Dunkerque a été un des premiers réseaux à miser sur le PR180 Renault, donc on part de Nancy, mais on a quand même le droit de faire un petit coucou à nos amis dunkerquois, voilà, qui, eux, ont été les premiers réseaux, effectivement, et en 1989, eh bien, l'agglomération de Dunkerque, le réseau de Dunkerque, était équipé de 18 autobus articulés. Voilà. L'évolution stylistique, effectivement, et puis on peut voir, effectivement, là, un dessin. C'était le dessin alternatif de la face avant. Alors, on n'a que de profil, mais voilà, effectivement, alors ça n'engageait absolument pas Renault, hein, bien entendu, il s'agissait simplement des premières idées, effectivement, c'est-à-dire d'abord de faire retomber, de virer la saillie là, de la face avant, de la girouette, pour qu'elle soit effectivement dans l'axe du pare-brise, et puis aussi d'arrondir un peu la saillie du passage de roue, du pare-choc avant. Voilà, donc ça aussi c'était très très intéressant quand même à signaler. Voilà, donc un véhicule nancéen. Alors pardon, je fais un gros plan, mais je ne devrais pas. C'est juste pour prendre le document qui est derrière, parce que j'ai oublié de prendre. Pardon. Donc, ce véhicule de Nancy, donc il avait évidemment la face avant grand style, que je vous montre encore une fois, la face avant grand style, voilà, donc une des premières ébauches, Nancy 1, voilà. Effectivement, voilà, une très belle face avant, un très beau design, épuré, voilà, des années 80, voilà. Donc, une très belle caisse, un très beau véhicule, voilà, le véhicule nancéen, donc des véhicules avec des vitres teintées, avec des enjoliveurs de roues, donc des trolleybus articulés bimode, évidemment, hein, donc voilà. Voilà, donc la découpe de peinture alternative des trolleybus articulés bimode de Nancy, voilà, de la CGFTE, qui aurait très bien pu ressembler à cela. Et je trouve que ce diagramme-là de peinture est absolument remarquable. Voilà, j'aime beaucoup, là, c'est très très dynamique, là, c'est super, ça casse le rythme, c'est génial, enfin voilà, c'est super. Voilà, donc un très très beau graphisme, voilà, un très beau véhicule. Voilà, le PER 180, une vue alternative. Quand même, on va rendre hommage au siège Chardon CE77. Effectivement, sur les PER 180 nancéens, il n'était pas bleu mais rouge, sauf erreur de ma part. Voilà, mais ce sont des sièges qui proposent un confort tout à fait satisfaisant et tout à fait
tout à fait suffisant. Voilà. Assise et dossier séparés en mousse de polyuréthane moulée à froid sur bâti tubulaire acier, piétement en tube rectangulaire, protection peinture époxy. Voilà. Voilà donc en série, garnissage simili-cuir extensible, moquette arrière du dossier, poignée haute de dossier moussé formant poignée de circulation, côté couloir, apte à recevoir une embase de colonne, cale hanche tubulaire et en option garnissage tissu français, velours ou TOE, flanc simili ou tissu. Assise amovible, fixation sur contreplaqué maintenue sur le bâti par 2 écrous, garnissage tissu obligatoire et accoudoir côté couloir acier ou inox. Voilà. Alors, sachant que là, il s'agit d'un cale-hanche qui est triangulaire, alors que l'accoudoir optionnel est en forme carrée. Voilà, alors là, reste à savoir, je ne suis jamais monté dans un autobus, ni dans un trolleybus articulé bimode nancéen. Donc je ne saurais vous dire s'il s'agissait d'un cale-hanche ou d'une poignée accoudoir. Voilà sur les véhicules nancéens. Enfin, un peu de technique quand même sur les avantages du trolleybus articulé hybride PER 180. Alors, on a vu effectivement toute la technique, le moteur de traction, l'alimentation, la tension d'alimentation 600-750 volts, puissance à la roue environ 130 kW, vitesse de rotation de 3300 tours minute, couple maxi de 240 mètres des K-Newton. C'est un couple qui est très très élevé, ça. Ça ferait 2400 Newton-mètres. C'est impossible. Ils se sont trompés, là, c'est le nombre de tours minute, là. Voilà, je pense que c'est le nombre de tours minute, parce que c'est pas du tout ça. Ils se sont plantés, là. Ok, donc alors, voilà, les performances sont toujours très intéressantes à observer. Vitesse maxi 60 km/h sur réseau ou en autonomie. Mobilité de 0 à 15 km/h en 5 secondes. Démarrage en rampe de 14% et décélération de 1,2 mètres seconde. Sachant que donc le rayon de braquage du PER 180 est inférieur à 12 mètres, grâce à l'articulation entre les deux voitures, la largeur de la couronne d'inscription en courbe est faible. Le freinage par récupération, il entre en action au-delà d'une vitesse limite dès que la pédale d'accélération est relevée. Le moteur de traction électrique renvoie alors le courant de récupération dans le réseau. Voilà, donc en plus, c'est super économique. Donc ça, c'est très intéressant. L'entraînement des auxiliaires, ça aussi, c'est intéressant de voir que quel que soit le mode de traction utilisé, les auxiliaires pompes de servo de direction, compresseurs d'air, alternateurs sont entraînés pour assurer le fonctionnement des servitudes et des organes de sécurité du véhicule. Les deux groupes de servitudes équipent le PER 180, un groupe entraîné par le moteur thermique et un groupe entraîné par le moteur électrique indépendant. Voilà. Donc ça veut dire que quel que soit le mode de propulsion, qu'il s'agisse soit du trolleybus, soit du moteur thermique diesel, eh bien, dans les deux cas, les servitudes sont assurées, c'est-à-dire les servitudes, les ouvertures-fermetures des portes pneumatiques, les suspensions pneumatiques et le freinage pneumatique. Donc, quel que soit le mode d'exploitation, électrique, trolleybus donc, ou thermique, eh bien, dans les deux cas, la fabrication d'air est assurée. Voilà. Enfin, je voulais quand même faire une remarque, parce que il faut préciser que les semi-conducteurs qui sont situés sur le toit sur le pavillon du PER 180 étaient refroidis au fréon dans des cylindres clos.
Et il se trouve que ces semi-conducteurs, qui étaient très chers au demeurant, nécessitaient un entretien parce que ils étaient sujets à des pannes. Donc, c'est ce qui aura, d'une certaine manière, coûté très cher aux exploitants des PER 180. Sachant qu'il y aura eu donc 48 PER 180 exploités par la CGFTE de Nancy, et puis il y aura 8 véhicules et 6 véhicules pour Saint-Étienne et Grenoble. L'un des deux réseaux se débarrassera de ces véhicules et les proposera à l'autre dépourvus des équipements de trolleybus. C'est-à-dire que les réseaux de Grenoble et Saint-Étienne, je crois que c'est Grenoble qui enlèvera les équipements de trolleybus et exploitera ces PER 180 comme des autobus classiques. Sachez qu'une de mes sources d'information est un site internet qui s'appelle trams, bien entendu, trolleybus.be, un site internet belge auquel je tenais à rendre hommage puisque j'ai eu ces informations, notamment sur les problèmes de refroidissement des micros, je sais plus quoi là. Voilà, c'était effectivement dans ce blog-là. Donc le trolleybus ER100 ici, un des 26 trolleybus Renault ER100, les derniers, donc les 111e à 136e du réseau de Lyon qui seront mis en service à partir de 1981. Et puis, encore une photo alternative d'un PER 180 nancéen. Nancéen, voilà, maintenant j'ai appris à vous appeler les Nancéens, chers amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je n'ai pas fait d'analyse. Bon, ma foi, je suis content de vous avoir fait quand même Je voulais quand même vous donner ces informations. Je pense que c'était important de le faire. Et puis, je vais renouveler l'exercice très prochainement avec les réseaux de Nantes, de Grenoble, et puis Clermont-Ferrand aussi. On parlera d'Angoulême avec des illustrés. Ça me demande beaucoup de travail de faire des vidéos et j'ai été très fatigué, donc pardon de n'avoir pas été présent. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci à vous d'être là, merci de commenter la vidéo. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles de vos nouveaux trolleybus là qui remportent un franc succès, qui sont tout neufs là, les amis nancéens. Je veux tout savoir puisque moi je n'ai aucun élément sur le sujet. Concernant les véhicules d'après l'an 2000, je n'ai absolument aucun élément. Au plaisir de vous faire d'autres vidéos très prochainement. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.